Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un corrigé de l'épreuve d'entraînement du concours de statistique. Nous allons aborder les questions du QCM portant sur les connaissances statistiques de base. Pour répondre à ces questions, vous allez avoir besoin non seulement de notions de statistique, mais aussi de probabilité. L'essentiel porte sur les connaissances de statistique de seconde. Quant aux probabilités, vous allez avoir besoin également de quelques notions de première, comme les variables aléatoires ou les arbres pondérés. Alors pour vous remettre au point sur ces notions, je vous invite à bien lire les deux polycopiés que je vous ai envoyés. Je vous rappelle également de faire très attention quand vous répondez aux questions du QCM de ce concours, puisque toute mauvaise réponse va vous enlever des points. Donc ne répondez à une question que si vous êtes complètement convaincu des réponses à apporter. Je vous propose qu'on passe maintenant à la correction de la première question. Alors cette première question est une question de probabilité, donc ici on va étudier deux tests qu'on va noter T1 et T2 et on va étudier la positivité ou la négativité du test. Alors le plus simple pour se représenter la situation, c'est d'utiliser un tableau à double entrée dans lequel on va noter nos deux caractères étudiés, donc T1 et T2, et on va noter T1 pour le test est positif et T1 bar pour le test est négatif. Donc si vous lisez ici l'énoncé, on va traduire les données sous forme de probabilité. On sait que 60% des résultats sont positifs dans chacun des deux tests. Donc ce qui nous donne ici un résultat positif pour T1 avec une proba de 0,6 et la même chose pour T2. Je vais noter ici ma probabilité totale de 1. Et puis on vous dit également que la probabilité d'un résultat négatif dans les deux tests est de 0,2. Donc là c'est l'événement T1 bar et T2 bar réalisés en même temps. Et puis à partir de ces données, eh bien, on va pouvoir déduire les cases manquantes du tableau. Donc ici, on va avoir une probabilité de 0,4, ici une probabilité de 0,2, 0,4 ici, 0,2 ici, et puis 0,4 ici, pour qu'on ait évidemment vérification que la somme des lignes et des colonnes correspondent bien aux totaux qui sont marqués dans la dernière colonne et dans la dernière ligne. Et puis à partir de là, il est très simple de répondre à la question quelle est la probabilité d'une évaluation médicale positive, sachant que l'évaluation est positive si les deux tests de diagnostic sont positifs. Et donc, on n'a plus qu'à regarder ici dans notre tableau. Le résultat donc des deux tests est positif avec une probabilité de 0,4. Il s'agissait donc de la réponse A. On passe maintenant à la deuxième question. Donc ici, il s'agit de bien comprendre le tableau qui est donné. Donc on vous présente la répartition d'eau utilisée en Espagne dans 4 communautés et on va vous demander ici de calculer le pourcentage d'eau utilisée pour les plantes herbacées et les arbres fruitiers sur le total de l'eau utilisée. Donc ici, on va se concentrer principalement sur la dernière ligne du tableau, notamment la valeur du total de l'eau utilisée et puis ces deux valeurs-là qui correspondent aux dépenses en eau pour les herbacées et pour les arbres fruitiers. Une fois que vous avez ces deux valeurs-là, vous cumulez les deux premières, ça vous donne un total de 6 851 146. Vous allez diviser ça par le total de l'eau utilisée, donc 8 799 721, et vous obtenez avec ce calcul un pourcentage donné sous sa forme décimale, environ 0,67 786, qui vous donne environ un pourcentage de 77,86%. Donc pour cette question-là, la bonne réponse est la réponse B. On passe maintenant à la troisième question. Donc cette question est assez rapide, c'est une question d'interprétation. Vous avez un diagramme qui vous donne ici l'évolution trimestrielle de l'emploi public et privé en Espagne entre les trimestres 2 et 3 de chaque année. Donc ça, c'est ça qui est important de comprendre ici, c'est les valeurs qui sont représentées ici sur votre axe, on va dire l'axe des abscisses ici, donc les différentes années pour les évolutions trimestre 2 au trimestre 3. Alors à partir de ces différentes valeurs, si vous lisez chaque phrase, celle qui est la plus correcte, c'est la réponse C, qui correspond donc au troisième trimestre 2015. Par rapport au deuxième, l'emploi privé a augmenté de 152 100 salariés. C'est la valeur qui est ici. Attention, donc vous avez bien une valeur qui est exprimée en milliers de salariés. Alors pour cette question 4, il va falloir être un petit peu vigilant sur les calculs à faire. Donc on vous donne ici un tableau qui donne l'évolution du salaire des hommes et des femmes, salaire moyen, entre 2015 et 2020. Et donc la question c'est de calculer l'évolution de ce salaire moyen, mais ensemble, donc hommes et femmes confondus, entre 2015 et 2019. Donc on cherche ici à faire un taux d'évolution entre deux années. Mais par contre, il va nous falloir le salaire moyen des hommes et femmes confondus et le salaire moyen des hommes et femmes confondus en 2019. Donc on va commencer par ce salaire moyen
en 2015. Et pour ça, il va falloir faire très attention au pourcentage, donc aux effectifs en pourcentage ici d'hommes et femmes qui sont donnés pour chaque année. Il va falloir tenir compte de ces pourcentages pour pouvoir calculer ce salaire moyen. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc pour l'année 2015, eh bien, on va prendre le pourcentage des femmes que je vais écrire sous forme décimale, donc 0,4148. Je vais multiplier ce pourcentage par le salaire moyen des femmes. Et puis, je vais lui ajouter la même chose, mais pour les hommes. Donc, le pourcentage d'hommes multiplié par le salaire moyen des hommes. Et vous allez obtenir ici le salaire moyen hommes et femmes confondus pour l'année 2015, donc 26 724,84. Pour l'année 2019, vous allez faire le même calcul. Cette fois, vous allez prendre donc les valeurs du salaire moyen des femmes et des hommes en 2019 en tenant bien compte ici des deux pourcentages que vous voyez apparaître en jaune. Donc pour les femmes, eh bien, on prendra le pourcentage 0,4149 multiplié par leur salaire moyen. Et puis pour les hommes, eh bien, on fait la même chose avec 0,5851 multiplié par le salaire moyen ici, donc en 2019. On obtient un salaire moyen total pour les deux catégories confondues de 28 612,08. À partir de là, vous n'avez plus qu'à faire votre taux d'évolution. Je vais le noter T, ce taux d'évolution, et je rappelle qu'un taux d'évolution entre deux valeurs se calcule en faisant la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. Donc valeur finale, ce sera la valeur en 2019 ici, la valeur initiale, la valeur en 2015. Donc vous allez pouvoir noter 28 612,08 valeur en 2019 moins la valeur en 2015, et tout ça divisé par la valeur de 2015. Vous obtenez ici un pourcentage d'environ 0,0706, ce qui donne environ 7,06%, et donc vous obtenez la réponse C pour cette question 4. Alors la question 5 est une question de probabilité. Donc vous disposez ici d'un classeur dans lequel sont rangés 10 documents et on va effectuer des tirages successifs de ces documents. Le but de la question étant de déterminer la probabilité que des documents de même type se trouvent rangés côte à côte. Alors attention, il y a une petite précision ici. On sait que le premier document qu'on va tirer est comptable. C'est important d'en prendre compte puisque ça peut changer la valeur de la probabilité que vous allez calculer. Alors pour faire ce genre d'exercice, la première chose, c'est déjà de définir des événements. Ici, on va choisir les notations C, O et F pour les différents types de documents. Donc, il y en a 5 comptables, 3 organisationnels et 2 financiers. Et puis, je vous encourage, pour arriver à faire ce genre de questions, à essayer de décrire les événements qui constituent l'ensemble dont vous devez chercher la probabilité. Donc ici, on va chercher de quelle manière on pourrait obtenir des documents rangés que les documents de même type se trouvent rangés côte à côte. Alors on va faire un premier exemple ici. Eh bien par exemple, si vous prenez l'événement qui est constitué des 5 documents comptables rangés côte à côte, puis des 3 organisationnels et ensuite des 2 financiers, eh bien vous avez déjà un événement qui répond à la question posée. Et puis il y en a un deuxième, donc cet événement ce sera celui qui est composé des 5 documents comptables, des 2 documents financiers tirés ensuite, et puis des 3 documents organisationnels. Donc pour répondre à la question de l'exercice, il va falloir qu'on arrive à déterminer la probabilité de tirer chacun de ces événements, et puis on ajoutera ensuite les probabilités de chaque événement pour obtenir la probabilité finale. Alors pour répondre facilement à ce genre de questions, le mieux c'est de s'aider d'un arbre de probabilité que vous allez ici pouvoir construire, malheureusement seulement partiellement, puisque les 10 tirages sont trop grands pour pouvoir faire un arbre vraiment complet. Alors pour vous aider, je vous encourage, si vous avez un petit peu de difficulté sur ce genre d'arbre à construire, de choisir au début de partir sur un exemple un peu plus simple, c'est-à-dire de vous dire, imaginons qu'il n'y a que 5 documents, il y a 3 comptables ou 2 comptables, 2 organisationnels et un financier, comment je peux construire mon arbre de probabilité, et puis d'essayer de voir comme ça sur des arbres de petite taille, ça va vous aider à y voir un peu plus clair. Alors ici, si on construit notre arbre, sachant que le premier document qu'on va tirer est un document comptable, donc celui-là, je n'ai pas besoin de redéfinir son tirage, c'est-à-dire qu'on sait que ce document-là est comptable. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se retrouver ensuite avec 3 choix possibles de tirage pour le deuxième document qu'on a tiré, un comptable ou un organisationnel ou un financier. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce chemin-là uniquement. D'accord? Puisqu'on a commencé par un comptable, il faut enchaîner ensuite les tirages des 5 documents comptables. Alors, on va commencer à écrire
sur les branches de l'arbre les probabilités que ces événements se produisent, sachant que vous avez déjà tiré un premier document qui était comptable. Dans votre classeur, il vous reste uniquement 9 documents, et parmi ces 9 documents, eh bien 4 sur 9 sont comptables. Vous en avez 3 sur 9 qui sont organisationnels et 2 sur 9 qui sont des documents financiers. Et puis on va continuer à construire notre arbre pas à pas, mais en laissant un petit peu tomber les branches du bas et en s'intéressant ici, vous voyez, uniquement aux chemins déjà qui nous intéressent, c'est-à-dire les chemins qui commencent par CC. Alors au troisième tirage, eh bien à nouveau, je choisis un document dans mon classeur et je peux tomber sur un document comptable ou organisationnel ou financier, sachant qu'au final, ce qui va nous intéresser, nous, c'est à nouveau ce chemin-là. Et puis, on va également écrire les probabilités, sachant que plus on avance dans les tirages, moins il y a de documents dans le classeur, et donc les probabilités, il faut faire attention, changent également. Donc au troisième tirage, vous avez plus que 8 documents dans votre classeur avant de faire votre tirage, et parmi ces 8 documents, vous en avez 3 qui sont comptables, vous en avez toujours 3 qui sont organisationnels, donc 3 sur 9, et puis vous en avez toujours 2 sur 9 qui sont financiers, parce qu'au tirage précédent, on a tiré un document comptable. Et puis, on va continuer ainsi de suite. Alors là, je vais peut-être avoir un peu de mal après à continuer tout mon calcul, enfin tout mon arbre à déployer ici. Donc, vous allez essayer d'imaginer ce qui se passe, et notamment ce qui se passe si je cherche à calculer la probabilité de ce premier événement-là. Le premier tirage était comptable, on vous l'impose, vous n'avez pas à chercher sa probabilité puisqu'on sait que cet événement s'est réalisé. Pour le deuxième événement C qui se situe ici, la probabilité qu'il arrive, cet événement, c'est cette probabilité-là, de 4/9. Et puis ensuite, pour le troisième tirage qui soit un document C, eh bien ce sera cette probabilité-là. Donc la probabilité d'obtenir un document comptable qui est de 3/8. Et puis on va continuer ainsi de suite. Pour avoir ensuite un document à nouveau comptable, ce sera 2/7, puisque ce sera 2 documents comptables parmi les 7. Et puis on continuera ensuite avec le dernier document comptable qui aura une chance sur 6 d'apparaître. Et puis pour le premier événement que je vous ai noté ici, eh bien on va devoir faire le tirage des 3 documents organisationnels ensuite, et puis des 2 documents financiers pour finir. Alors les documents organisationnels, une fois qu'on aura tiré tous les documents comptables, dans notre classeur, il ne restera que 5 documents, les 3 O et les 2 F. Donc la probabilité de tirer un document organisationnel, elle est de 3 sur 5, puis au tirage suivant, elle va diminuer, elle sera de 2 sur 4, et au tirage suivant, elle sera de 1 sur 3. Et puis on va s'arrêter là parce qu'après, les 2 derniers documents qui restent dans votre classeur, ce sont forcément des documents financiers, et donc la probabilité de les tirer, eh bien, elle est de 1, donc ce n'est pas la peine de continuer ici votre calcul, puisque les derniers documents sont forcément financiers. Donc ça vous donne la probabilité de votre premier chemin. Et puis le deuxième qui est ici, on va prendre une autre couleur pour le définir, voilà. Ce deuxième événement-là, eh bien, il est quasiment identique sur, en tout cas, les 5 premiers tirages. Vous allez rester sur les mêmes probabilités qu'au tirage précédent, donc 4/9 fois 3/8 fois 2/7 fois 1/6. La petite différence avec l'événement précédent, c'est qu'au bout du 5e tirage, on va chercher la probabilité de tirer les documents financiers. Donc cette fois, il reste 5 documents dans notre classeur, et des documents financiers, il y en a 2 parmi les 5. Si je tire un document financier, après il ne m'en restera plus que 1 parmi les 4 restants, et les 3 organisationnels, eh bien, vont être les seuls restants dans le classeur, donc la probabilité de les tirer ensuite est de 1. Je m'arrête donc là pour mon calcul. Alors je vous laisserai faire les calculs à la calculatrice, mais si vous calculez donc cet événement-là, je vais vous mettre en couleur, voilà, si vous calculez cette probabilité-là, et puis cette probabilité-là, et que vous les ajoutez, vous allez trouver une probabilité finale de 1 sur 630. Et donc, c'est la réponse B pour cette question 5. Pour répondre à la question 6, on va utiliser la même technique que pour la question 1, c'est-à-dire celle du tableau à double entrée, qui va nous permettre facilement de faire le compte et de pouvoir décompter les pièces et les pions en fonction de leur couleur. Donc on va noter ici nos 2 entrées, on a les pions et on a les pièces. Ça, c'est le type de pièces qu'on va tirer. Et puis on a les couleurs ici, donc on a les noirs et on a par déduction
les blancs. Et puis, je vais mettre T pour total, on va l'écrire en entier ici, donc total de lignes et total de colonnes sur les différents pions. Et puis après, on lit l'énoncé et puis on complète tout simplement. Donc, on a 12 pions et 14 pièces. Donc 12 pions et 14 pièces ici. La moitié des pions sont noirs, donc on en a 6 noirs et on peut déjà déduire que du coup on en a 6 blancs. Et 8 des pièces sont également noires, donc 8 pièces ici et du coup on en aura 6 ici qui seront blanches. Et puis on effectue les calculs par ligne, donc ça nous fait 14 pièces noires au total, 12 pièces blanches et un total du total qui nous donne 26 jetons différents dans cette boîte. Alors si l'on tire au hasard un élément noir, donc là on va se concentrer uniquement sur cette ligne-là du tableau qui correspond aux pièces noires. Donc on sait qu'on va tirer un élément noir, donc on sait qu'on est sur un total de 14 pièces. Quelle est la probabilité que ce soit un pion? Eh bien des pions, on en a 6 sur 14, ce qui vous donne une probabilité ici de 3/7 de tirer donc votre pion noir. Et ce sera 3/7, la réponse D. Dans la question 7, on revient sur une question de statistique. Alors ici, il faut avoir une connaissance très précise de ce qu'est un diagramme en boîte pour arriver à bien comprendre les représentations qui sont données. Donc on va déjà regarder en détail de quoi il s'agit. On vous donne ici la représentation, la distribution des notes des élèves d'une classe, donc 32 élèves dans la classe, ça c'est votre effectif total, sur 3 contrôles différents. Donc les différentes boîtes représentent les contrôles. Alors ce qu'on appelle les boîtes, ce sont les rectangles avec les bâtons, on va dire pour l'instant, de chaque côté de votre boîte. Et puis, sur la gauche de votre graphique, donc à cet endroit-là, ici, vous avez les notes donc, de vos élèves à ce contrôle. En tout cas, l'échelle des notes qui va de 0 à 20. Donc la réponse, elle se trouve très vite si on sait exactement en quoi consiste un diagramme en boîte. Donc je vais vous refaire un petit point de cours ici. Voilà un exemple de diagramme en boîte. Donc là, je l'ai présenté à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, mais c'est le même principe. Et donc, il faut connaître les données clés qui sont représentées sur ce diagramme. Donc, en fait, un diagramme en boîte, ça se représente à partir d'une échelle graduée. Donc, ici, l'échelle, c'est celle qui est sur votre gauche, c'est l'échelle des notes. Dans mon exemple ici, c'est une échelle qui va de 37 à 48. C'est une sorte d'axe des abscisses qu'on a dessiné ici avec nos échelles qui sont là. Sur cet axe-là, on va placer deux données importantes qui sont la plus petite et la plus grande valeur de votre série, qui sont représentées à l'extrémité ici de votre diagramme en boîte. Alors par exemple, sur la population qui serait étudiée sur mon exemple que je vous mets ici, la plus petite valeur prise par la série est de 37, la plus grande valeur prise par la série est de 48. On va regarder par exemple sur la boîte bleue qui représente le contrôle 1. Eh bien, si on voit cette donnée ici et celle-là, on sait qu'au contrôle 1, dans cette classe, l'élève qui a eu la moins bonne note a eu 2 et l'élève qui a eu la meilleure note a eu 19. Donc les extrémités de la boîte, c'est le minimum et le maximum de la série. Ensuite, dans cette boîte, il y a 3 autres éléments caractéristiques importants. Vous allez trouver le premier quartile de la série, le troisième quartile et la médiane. Vous faites très attention, la médiane ne se situe pas toujours au centre de la boîte. La médiane, ça n'est pas toujours la valeur moyenne entre le premier et le troisième quartile. D'ailleurs, ça l'est rarement. Donc ici, dans le contrôle 1, si on reprend l'exemple qu'on a à notre droite, eh bien, on a un premier quartile ici qui se situe à 8, un troisième quartile qui se situe à 14 et une médiane de la classe qui se situe à 11. Alors la deuxième chose importante à connaître, c'est l'interprétation de ces différents paramètres statistiques. La médiane, en général, vous n'avez pas trop de mal. C'est la valeur centrale de la série, telle qu'au moins 50% de l'effectif de la série est une valeur inférieure à la médiane, 50% une valeur supérieure. C'est ce qu'on vous a écrit ici sur le graphique. Donc si je reprends l'exemple du contrôle 1, ça veut dire que dans cette classe, la moitié des élèves au moins a eu moins de 11, la moitié des élèves au moins a eu plus de 11. Et puis les quartiles Q1 et Q3, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de couper la série en deux, on va la couper en quarts. Donc le premier quartile, c'est la valeur de la série telle que un quart des élèves ont une note inférieure au premier quartile, 3/4 des élèves ont une note supérieure. Et puis le troisième quartile, eh bien c'est le contraire, 3/4 des élèves ont une note inférieure au troisième quartile et un quart des élèves a une note supérieure au troisième quartile. Alors après, analyse des 3 graphiques que vous avez, des 3 diagrammes ici, et lecture des 3 phrases, eh bien on va par déduction trouver que la bonne réponse est la D.
tous les élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 5 au contrôle 3. Eh bien ça, on vient ici le vérifier. Je vais vous le mettre en couleur en venant repérer ici le minimum de la série du contrôle 3. Si vous prenez chacune des phrases qui sont proposées en réponse et que vous venez chercher leur interprétation sur les graphiques, vous allez voir que la seule correcte était la réponse D. Alors la question 8 est une question de probabilité et c'est peut-être la question la plus technique de ce QCM parce qu'il faut déjà arriver à bien comprendre la question. Donc on vous dit ici qu'on va lancer un dé 10 fois de suite et on cherche la probabilité que la différence entre les occurrences, alors déjà le mot occurrence ça veut dire les apparitions, d'un nombre pair ou impair soit inférieur ou égal à 2. Alors là il faut absolument prendre un exemple pour commencer, un exemple de tirage de 10 lancers successifs pour arriver à y voir plus clair. Donc je vais vous proposer ici qu'on parte sur l'exemple donc du tirage de 2, puis de 5, 6, 6, 1, 3, 2 par exemple, 4, 5 et 2. Alors dans le tirage que je vous propose ici, on va compter les pairs. Donc les pairs ici, j'en ai 6 et les impairs, j'en ai 4. Donc la différence entre les pairs et les impairs est de 2 ici. Donc cet événement que je vous propose rentrerait dans le calcul de la probabilité qu'on cherche. On peut prendre plusieurs exemples. On va voir que sur certains tirages, on va obtenir beaucoup plus de nombres pairs qu'impairs et inversement. Et donc nous, notre objectif, c'est de chercher la probabilité que cette différence de nombres pairs et impairs soit inférieure à 2. Alors on comprend vite que ceci va se produire soit quand on obtient 6 pairs et 4 impairs, puisqu'à ce moment-là, la différence entre les pairs et les impairs, elle est de 2 unités. Je vais appeler P1 la probabilité d'obtenir un tel tirage. Ensuite, ça peut se produire avec un tirage de 5 pairs et 5 impairs, puisqu'ici, la différence entre les deux, elle est de 0 unité, pardon, et ça, on va appeler cette probabilité P2. Et puis, le dernier cas possible, c'est qu'on tire 4 pairs et 6 impairs, et dans ces cas-là, la différence, elle est également de 2, et je vais noter P3, cette dernière probabilité. Alors, on va chercher à calculer donc ces trois probabilités, P1 et P2 et P3. Encore une fois, la difficulté ici va résider aussi dans le fait qu'on fait 10 tirages, et que c'est un nombre de tirages important, donc ça rend un petit peu plus complexe le comptage et le calcul des probabilités. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que la probabilité de P1 est égale à celle de P3, puisqu'en fait ici, l'apparition des pairs et des impairs joue un rôle symétrique. Donc que vous ayez 6 pairs ou 4 impairs ou 4 pairs et 6 impairs, vous aurez la même probabilité. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, d'événement qui constituerait la probabilité P1, 6 pairs et 4 impairs. Donc, ce serait, par exemple, d'avoir pioché donc, mes 6 pairs en premier, d'avoir tiré mes 6 pairs en premier, et puis d'avoir tiré mes 4 impairs ensuite. Donc, si je cherche à calculer cette probabilité ici, eh bien, je sais que chaque tirage de pair ou impair a une chance sur 2 de se produire. Donc ici, mes 6 paires vont avoir une probabilité de 1 demi puissance 6 de se produire. Et puis mes 4 impairs, une probabilité de 1 demi puissance 4. Donc ici, il va falloir qu'on calcule cette probabilité-là. Mais attention, ce que je vous propose n'est qu'un exemple, puisque la position des pairs et des impairs dans le tirage peut varier. Donc c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on peut imaginer dans sa tête toutes les positions possibles pour mes 6P et mes 4I dans l'écriture de mon tirage. Et là, on se rend compte qu'il y a des tas de combinaisons possibles pour placer les 6 pairs et les 4 impairs, mais que chacune de ces combinaisons aura une probabilité de 1 demi puissance 6 fois 1 demi puissance 4. Et puis pour calculer la probabilité P2, ça va être le même principe. Cette fois, je veux 5 paires et 5 impairs. Donc je peux par exemple placer mes 5 paires à la suite et puis mes 5 impairs ensuite. Et là, je vois que la probabilité d'un tel événement, eh bien, ce sera 1 demi puissance 5 pour mes paires fois 1 demi puissance 5 pour mes impairs. Mais encore une fois, le problème, eh bien, c'est d'arriver à trouver combien de combinaisons différentes sont possibles pour placer tous ces nombres pairs et tous ces nombres impairs dans un tirage, dans 10 lancers successifs. Alors, la clé pour faire ça, c'est une notion qu'on voit en terminale, ça s'appelle les coefficients binomiaux.
Et un coefficient binomial, ça va vous permettre de dénombrer le nombre de combinaisons possibles pour placer, par exemple, 6 nombres pairs parmi 10 tirages successifs. Alors, je vous fais une petite explication rapide sur le coefficient binomial. Donc déjà, sur la notation. Un coefficient binomial, vous allez le voir apparaître écrit sous cette forme-là. Ça se lit, hein, donc c'est ce qui est marqué ici en jaune. Donc ça se lit k parmi n, ça permet de compter le nombre de combinaisons possibles de k éléments parmi n. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, par exemple pour faire cette probabilité-là, ça va être d'arriver à calculer ce coefficient binomial-là, c'est-à-dire comment j'arrive à placer 6 nombres pairs parmi 10 tirages successifs, combien il y a de combinaisons possibles pour le faire. Alors, ce calcul-là, donc sans rentrer dans les détails, parce que si vous voulez plus d'informations sur les coefficients binomiaux, je vous invite à regarder des vidéos sur Internet, mais là, je vais essayer de faire court. Donc, ça se calcule à la calculatrice, les coefficients binomiaux. Je vous fais une petite capture d'écran rapide de calculatrice. Donc, on va, alors c'est avec la TI hein, que je le propose ici, vous allez appuyer sur la touche Math, donc vous allez obtenir cet écran-là. Et puis, vous allez vous déplacer avec la flèche jusqu'à l'onglet probabilité. Et dans cet onglet probabilité, vous allez choisir la troisième ligne. Je vais la mettre en évidence ici. Donc la troisième ligne qui s'appelle combinaison ici. Et quand vous allez appuyer sur cette ligne-là, vous allez obtenir un écran. Alors là, je l'ai déjà complété. Vous avez normalement juste le C qui apparaît avec 2 petites cases vides de chaque côté. Et on va rentrer de chaque côté donc le nombre, alors par exemple ici, le nombre pairs qu'on cherche à obtenir sur le nombre de tirages qu'on fait en tout. Donc 10, c'est 6, et ce qui me donne 210 ici au total. Alors ça signifie qu'il existe 210 combinaisons différentes pour placer 6 nombres impairs à des places différentes et 6 nombres pairs et 4 nombres impairs dans 10 tirages successifs. À partir du moment où je connais ça, eh bien, ma probabilité P1, elle ne va pas être compliquée à calculer puisqu'il va falloir simplement que je multiplie toutes ces combinaisons possibles, donc ces 210 combinaisons possibles, eh bien, par la probabilité d'une de ces combinaisons, c'est-à-dire 1 demi puissance 6 fois 1 demi puissance 4. Ça, c'est pour ma probabilité P1. Pour ma probabilité P3, puisqu'on a dit que les pairs et les impairs jouaient le même rôle, vous verrez à la calculatrice, si vous cherchez la probabilité, le coefficient binomial qui correspond à 4 nombres impairs parmi 10 tirages, donc le coefficient qui va se noter 4 parmi 10, vous allez voir qu'il vaut exactement la même chose. Ici, il vaut 210, hein, comme pour les 6 parmi 10. Et on va avoir, là j'ai fait une petite erreur, donc 4 nombres pairs parmi 10 multiplié par la probabilité d'un nombre pair à la puissance 4, puisqu'il y en a 4 qui apparaissent, et multiplié par la probabilité d'un nombre impair à la puissance 6. Ça, c'est pour P3. Et puis la dernière probabilité, la probabilité P2, qui correspondait au tirage de 5 pairs et de 5 impairs, ici, on va chercher avec la calculatrice notre coefficient binomial 5 parmi 10, comment je place 5 nombres pairs parmi 10 nombres tirés au hasard, et multiplié évidemment par la probabilité d'un nombre pair à la puissance 5 fois la probabilité d'un nombre impair à la puissance 5. On retrouve ici le calcul que j'ai fait en bas à gauche de l'écran. Alors le coefficient binomial 5 parmi 10, hein, donc ce coefficient binomial qui est ici, normalement vous devriez trouver 252 à la calculatrice. Vous allez calculer vos 3 probabilités P1, P2 et P3 et vous allez en faire la somme de ces 3 probabilités-là et vous allez trouver une probabilité finale de 0,6563, ce qui vous permet ici de répondre à la question par la réponse A. Alors la question 9, c'est simplement une question de connaissance sur les variables aléatoires et sur les propriétés qui sont associées. Donc déjà, pour définir une variable aléatoire, je vous invite à lire le document de rappel sur les variables aléatoires que je vous ai envoyé, sachant qu'en première, c'est un chapitre qu'on voit un peu plus tard dans l'année. Donc pour l'instant, vous n'avez pas forcément toutes les connaissances, mais en faisant cette question-là, vous allez voir que c'est assez simple de comprendre comment ça fonctionne. Alors, on parle de variables aléatoires ici, on parle aussi d'espérance et d'écart type d'une variable aléatoire. Alors l'espérance d'une variable aléatoire, ça se note E
de x, donc E pour espérance et x pour le nom de la variable aléatoire. Et l'écart type, on le notera sigma x. Alors sigma, vous avez déjà vu quand vous avez fait des statistiques. La notion d'espérance pour une variable aléatoire, c'est un petit peu comme la notion de moyenne en statistique. Et l'écart type, eh bien, c'est le même principe que pour les statistiques aussi. Alors pour faire cette question, il y a une propriété à connaître sur ce qu'on appelle la transformation affine d'une variable aléatoire. C'est-à-dire si on prend une variable et qu'on lui applique une fonction affine entre guillemets, autrement dit qu'on va multiplier notre variable aléatoire par un coefficient A et qu'on va lui ajouter un coefficient B, donc on va translater, en gros on va transformer notre variable aléatoire, et bien cette transformation par deux réels A et B a un impact sur l'espérance et sur l'écart type de la variable aléatoire. La règle c'est la suivante, si vous appliquez une transformation affine AX plus B à une variable aléatoire, eh bien son espérance va subir la même transformation affine. C'est une propriété que vous avez peut-être vue en statistique aussi. Si une série de valeurs, par exemple, je ne sais pas, vous prenez les notes d'une classe à un contrôle et le prof décide de multiplier toutes les notes de la classe par 2 et d'ajouter 1, et bien la moyenne, elle va subir la même transformation. C'est exactement le même principe ici. Et puis, en revanche, lui, l'écart type, il n'est influencé que par le coefficient petit a. Et donc, si on applique une transformation affine à une variable aléatoire grand X, eh bien, son écart type est multiplié par A. Donc, dans l'exemple que vous avez dans cette question, la transformation affine qu'on applique, c'est une transformation affine avec un coefficient A qui vaut 2 et puis un coefficient B qui vaut moins 1. Donc, la variable aléatoire va voir son espérance être multipliée par 2 et diminuer de 1, ce qui va nous donner une espérance de 17. Et puis l'écart type, lui, il va être multiplié simplement par 2, ce qui va nous donner un écart type de 10. Et donc, c'est la réponse D qui correspond à cette question. Alors cette question 10, c'est à nouveau une question de probabilité. Elle ressemble quand même assez aux questions précédentes qu'on a pu faire, puisqu'elle va à la fois faire appel à un arbre de probabilité, aussi à une question de dénombrement, donc avec les coefficients binomiaux qu'on a vus tout à l'heure. Alors là, on est sur un tirage de 8 cartes, donc c'est un petit peu plus petit que les 10 tirages qu'on a vus tout à l'heure, mais ça reste compliqué de faire un arbre complet pour arriver à y voir clair. Donc on va utiliser un premier exemple, chercher la probabilité de cet exemple et essayer de se projeter sur tous les exemples ou tous les événements possibles qui répondraient à la question. La question étant la probabilité de détenir 4 rois dans notre main de 8 cartes. Donc on va commencer par un exemple de tirage possible. On va faire le plus simple, on va tirer nos 4 rois en premier, donc je vais noter R pour les 4 rois, et puis je vais noter R bar pour je n'ai pas tiré un roi, c'est-à-dire que je tire n'importe quelle autre carte, peu importe la carte qui arrive, ça n'a pas d'importance pour le tirage. Alors pour arriver à calculer la probabilité de cet événement-là, on va à nouveau s'aider d'un arbre de probabilité qu'on va construire comme ça. Premier tirage de la carte, soit je tire un roi, soit je tire une autre carte qu'un roi. Alors on sait qu'il y a 52 cartes dans ce jeu, que des rois il y en a 4 parmi les 52, donc notre premier tirage ici, il sera constitué soit d'un roi avec une probabilité de 4 sur 52, soit par une autre carte avec une probabilité de 48 sur 52. Je vais effectuer mon deuxième tirage. Alors si j'ai tiré un roi, je peux tirer à nouveau soit un roi, soit autre chose. Si je n'ai pas tiré un roi, même principe. Simplement ici, ce qui diffère dans les deux cas, c'est les probabilités. Tout en haut ici, donc j'ai déjà tiré un roi au tirage précédent, il m'en reste seulement 3 et il me reste plus que 51 cartes dans mon jeu. Pour le tirage d'une autre carte, il m'en reste 48 sur 51. La partie du bas, je pourrais la compléter aussi, mais ça ne m'intéresse pas spécialement puisque ce qui m'intéresse, moi, si je regarde l'événement que je vous ai proposé au-dessus, c'est le tirage de mes 4 rois consécutifs, puis de mes autres cartes. Donc je vais abandonner un petit peu la partie basse de mon arbre et je vais me concentrer uniquement sur ce qui se passe en haut. Je continue mon troisième tirage. Soit je tire un roi, soit une autre carte. Alors, il ne me reste plus que 2 rois sur les 50 cartes et toujours 48 autres cartes. Et puis pareil, je ne vais pas compléter le reste de l'arbre parce que finalement, ce qui m'intéresse à nouveau ici, c'est de continuer sur ce chemin-là. Quatrième tirage, là je vais un petit peu plus loin que tout à l'heure parce que je vais m'arrêter au tirage de 4 rois. Donc je vais regarder ce qui se passe ici. Donc je fais mon quatrième tirage, il me reste un roi parmi les 49 cartes et puis toujours 48 autres cartes que les rois parmi les 49 ici. Et encore une fois ici, le tirage qui m'intéresse, c'est celui qui part par là. Alors après, je vais continuer, mais là, je ne vais plus avoir la possibilité d'avoir un roi. Je vais me retrouver après
avec que des autres cartes, d'accord? Donc des R bar, et la probabilité de tirer une autre carte qu'un roi, ben, elle est de 1 à chaque fois, puisque de toute façon, les 4 rois ont été tirés. Donc finalement, le chemin, alors que je n'ai pas dessiné en entier, mais que je trace en jaune ici, et qui va continuer, alors j'en ai fait quoi? J'ai fait 4, alors je pourrais vous le continuer en entier, puisque ce serait ce chemin-là. Je continue avec un roi, une autre carte pardon qu'un roi et encore une autre carte qu'un roi. Alors ce chemin là que j'ai dessiné en jaune, et bien finalement sa probabilité, puisqu'ici j'ai des 1, elle va être tout simplement de 4 sur 52 multiplié par 3 sur 51 multiplié par 2 sur 50 multiplié par 1 sur 49, et puis après je m'arrête là parce que sinon je multiplie par 1, puis par 1, puis par 1, puis ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous laisserai faire le calcul, pour l'instant ce n'est pas la valeur qui nous intéresse tout de suite. Donc ça c'est la probabilité que je viens de calculer de mon tirage que je vous ai proposé ici. Hein, cet exemple-là des 4 rois tirés en premier, puis des autres cartes ensuite. Alors maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure pour les tirages des nombres pairs et impairs. On va chercher combien il y a de combinaisons possibles qui permettent de placer mes 4 rois parmi mes 8 cartes tirées. Donc je vais faire appel au coefficient binomial 4 parmi 8. Et ce coefficient binomial à la calculatrice, vous trouverez qu'il fait 70. Donc au final, c'est tout simple. Je vais reprendre ma probabilité que j'ai écrit juste au-dessus, je vais la multiplier par 70, donc 70 multiplié par 4 sur 52, multiplié par 3 sur 51, 2 sur 50 et 1 sur 49. Ça, c'est mon tirage de 4 rois parmi mes 8 cartes, et ça va vous donner une probabilité de 2 sur 7735. Donc ça va être ici la réponse C à la question qu'on cherchait. Voilà pour ce QCM et ce corrigé. Alors vous avez des questions qui sont quand même assez techniques avec les calculs de proba. Voyez quand même que la plupart des questions se font assez bien, surtout les questions de compréhension de graphique. Pour les probabilités, je vous invite vraiment à faire comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, c'est-à-dire à partir d'exemples simples, parfois à réduire même le nombre de tirages qu'on peut faire si vous voulez commencer à chercher un exemple un tout petit peu plus simple que la question posée, et puis après en agrandissant votre arbre ou en vous imaginant dans votre tête comment ça se passerait pour plus de tirages, eh bien vous pouvez facilement arriver à calculer vos probabilités. Voilà, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer, et puis je vous souhaite bonne chance pour les réponses à ce concours de statistiques.